C'est la 100e. Bonsoir tout le monde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, c'est pas le 100e de Bertrand Godin qui est notre invité. c'est évidemment pas ça. Là, j'essaie de voir parce qu'on a un petit bug de commentaires depuis quelques semaines, puis j'essaie de voir le pourquoi du comment et ça fonctionne pas. Mais il y a déjà du monde avec nous. Alors bonsoir tout le monde. 100e épisode de La Grosse Brune, qui l'eût cru. Et pour les besoins de la cause, on s'est déplacé aujourd'hui en Grosse Brune du côté de Saint-Hyacinthe où demeure notre ami Bertrand Godin qui va passer un petit moment en notre compagnie. Salut Bertrand. Hey, Bonjour, salut, Bertrand. je suis content d'être avec vous autres dans ce palace sur roue. Merci de nous recevoir chez toi. N'est-ce pas? Hey, moi, c'est l'odeur. L'odeur des années 70. C'est typique. Hein, L'odeur de la voiture ou notre odeur respective? La voiture. C'est ça, parce que là, il y a place à beaucoup d'interprétations, évidemment. Là. Parce que d'habitude, je suis seul sur ma banquette. Là. C'est ça. Bon, alors, bonsoir à tout le monde qui est avec nous, déjà un peu plus de 200 personnes. On le fera pas... Félicitations à Bertrand qui a fait l'effort vestimentaire de mettre une chemise à thématique automobile. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est des voitures de course qui font le motif. C'est élégant. C'est élégant. Ben, regarde, on va le montrer parce que... Et c'est pas la seule chose qu'on a à montrer. Non, c'est pas la seule chose qu'on a à montrer. Ah, c'est beau, ça. Plein de petites voitures. C'est beau, ça. C'est des Formule 1 des années 50, naturellement. Ah, bon. Mais Super. attends, c'est pas la seule chose à montrer. C'est pas la seule chose qu'on a à montrer. Mais on va faire les choses par étapes. D'accord. OK? Alors, je remets ta question de la semaine. Oui, donc question thématique, étant donné qu'on est avec Bertrand Godin. Quel est le nom du cigarettier qui était le commanditaire de la voiture de Bertrand Godin en Indy Light? T'as pas le droit de répondre. Oh. Okay. C'est une question pour les gens à la maison. Voilà. Ça, c'est une réponse qui va faire un tabac. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Et la réponse se trouve dans le garage. Oui, Oui, quelque ici. part ici, parce qu'on va vous montrer un peu. Je pense qu'on va faire le tour du propriétaire rapidement tantôt, juste pour qu'on voit qu'il y a un petit peu de souvenirs ici. Puis Bertrand, félicitations d'avoir bien nettoyé ton garage avant de nous accueillir, parce que c'est plus blanc que blanc ici. C'est vraiment très propre comme environnement. On dirait la cuisine de Marie-Lou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec un peu plus de souvenirs sur les murs. Bon, c'est le 100e. Faut le souligner. Alors, pour les besoins de la cause, on a d'abord décidé de faire un petit tirage. Alors, c'est pas compliqué. Vous aurez deviné que le guide de l'auto 2023, et là, je cache Bertrand, je suis tout de suite caché ma face à la place. Alors, le guide de l'auto 2023 est maintenant en kiosque et j'ai un exemplaire ici qu'on va vous autographier avec grand plaisir. Vous avez qu'à commenter, c'est pas compliqué. On va prendre un nom au hasard parmi tous les commentaires qu'on aura eu ce soir. Et si vous voulez partager en plus, c'est tant mieux. Mais vous avez qu'à commenter et on va faire un tirage au sort et on va vous l'acheminer. On va vous contacter par la suite pour obtenir votre adresse et on va vous l'envoyer. Et sachez que ça va coûter 2 fois le prix du guide de l'auto parce que j'ai fait acheminer tout récemment par Poste Canada un guide de l'auto à un ami personnel et ça coûte aussi cher que le guide de l'auto l'acheminer que de l'acheter. C'est tragique, hein? Ouais. Les frais de poste sont très, très, très élevés. C'est rendu ridicule. Un gros objet, puis en fait, je pense que c'est le poids qui fait que c'est si cher. Mais oui, c'est dommage. Tu sais, quand tu arrives au bureau de poste, puis qu'elle sort son petit ruban, puis là, elle regarde l'épaisseur, puis c'est bon. Puis évidemment, avec les années, le livre ne diminue pas en format, fait que... Moi, cette année, il est une miette plus mince. Oui, c'est vrai, il est passé à la diète à cause du... Le papier a changé un petit peu, puis il est un petit peu plus mince en... Oui, OK. Ah, on me dit à l'oreille, oui, que toi, tu n'es pas plus mince. Non, OK. Mais que le livre, lui, est un petit peu plus mince. Oh, merci, tes écouteurs, c'est super le fun. Bon. Bon. D'écouteurs, Hein, quand même. Je me sens festif. Lâche pas. Surtout qu'à côté de toi, t'as un petit poids plume, là. Oui. Celui qui est pas mal plus en forme que moi. Celui qui rentre dans sa voiture, faut le dire. Parce que là,
on va commencer par le premier sujet. Puis le premier sujet, c'est l'acquisition d'un rêve pour Bertrand Godin. Ceux qui nous suivent sur Cube Radio ont peut-être déjà entendu ce sujet-là parce qu'on en avait parlé avec toi, Bertrand, lorsqu'on avait fait une entrevue sur Cube. Tu t'es procuré ta voiture de rêve, la voiture dont tu rêvais depuis 20, 25, 30 ans pour des raisons innombrables. Sans nous dévoiler le punch de quelle est cette voiture-là, explique-nous un peu d'où te venait la passion du modèle et pourquoi. Ben, tout simplement parce que, bon, Gilles Villeneuve a été ma source d'inspiration. Et puis, lorsque tu vois ton idole faire une publicité d'American Express où tu le vois partir avec ce superbe bolide avec, la musique du moteur, je m'en allais dire l'origine. Ouais. Et donc, pour moi, ça a été le coup de foudre. Et puis, c'est devenu... Est-ce qu'on pourrait acheter ça avec une Amex dans le temps? Ouais, c'est pas... Si t'avais les fonds nécessaires. Ouais, c'est ça. Oui, Peut-être donner un dépôt, là, mais... Oui, peut-être un petit dépôt, mais il fallait absolument l'avoir avec soi. Il disait, Puis là, on est... sans elle. Absolument. Puis là, on est au début des années 80. Oui. Et la voiture en question, pour la première fois, tu l'as vue, toi, il y a plus de 20 ans, là. Tu connais cette auto-là spécifiquement depuis très longtemps, là. Oui, mais c'est certain, quand t'es jeune, surtout ces voitures-là, c'est inaccessible. C'était quasiment comme voir une étoile filante, là. Quand on en voyait une sur la route, là, c'était vraiment un moment spécial. Le cœur t'arrêtait. Tu disais, hey, je viens de voir une une voiture comme ça. Et puis... Une voiture avec un petit cheval en avant. Oui, exactement, qui est pas américain. Puis c'est pas une Pinto, c'est ça. Mon père en avait une Pinto. Je sais, il nous racontait ça tantôt. Parce que papa Bertrand était ici tantôt, puis il regardait la grosse brune dans le garage. Oui, vraiment. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, c'est certain, mon père m'a transmis cette passion de l'automobile. Mon père, il changeait d'auto. Régulièrement entre la fin des années 70, même milieu 80, il avait changé 40 fois de voiture. Donc, ils les essayaient toutes. Puis ils les essayent parce que ton père conduit une Bolt EUV 2022 qui a déjà 44 000 kilomètres au compteur. C'est pas parce qu'il roule pas, là. Non, il roule. Puis là, lui aussi, il y a sa Ford Mustang Shelby 2014. Pour lui, bon, c'est un rêve. Le Saint Graal. Pour lui, c'est le Saint Graal. Ça a marqué son époque. Et puis, c'est ça, il m'a transmis cette passion-là de l'automobile et puis de la course, parce qu'il m'a emmené aux courses à Granby, à Drummondville. Et puis pour moi, Est-ce qu'il a un coup de volant comme, sans nécessairement être comme le tien, mais est-ce qu'il a ça en lui aussi? Oui, vraiment, il a un bon coup de volant. Mon père a toujours été camionneur, donc il a passé sa vie derrière un volant. Et puis, moi, je me souviens, mon père s'était acheté un stock car à l'époque. J'avais 5 ans. Il l'a jamais utilisé parce que ma mère voulait pas. Mais je me souviens, pour ça que j'étais dans le village de Sainte-Hélène. Je m'agrippais après la cage de sécurité. Puis mon père faisait des accélérations dans le village. C'était une autre époque, là. Aujourd'hui, là, ça serait envoyé en prison. Même le DPJ serait là. Mais c'était ça. Et puis moi, j'étais là, encore papa. Donc, pour moi, c'était ça, là. C'était des sensations extrêmes. Puis avec, justement, son... Tu vois, moi, mes deux parents fumaient dans l'auto, puis on était en arrière, pas attachés. Fait que, oui, c'était une autre époque. C'est ça. Exactement. On se serait couché en arrière là, pendant le voyage. C'était une belle époque. Mais ça avait aucun bon sens. Non. Non. C'est à l'époque, les commotions cérébrales n'existaient pas. Puis il y avait plein de petites choses de même qui n'existaient pas à l'époque. Mais avec son Pinto, mon père, je me souviens, il y avait une voie ferrée. Puis sur la voie ferrée, les routes n'étaient pas aussi bien faites. Et ça faisait... T'es-tu en train de dire que les routes sont bien faites maintenant? Disons, ils se sont améliorés sur un sens, se sont détériorés dans l'autre. Oui. Mais à l'époque, là, je me souviens, la voiture décollait à peu près 2-3 pieds dans les airs, là. Et puis là, on sentait une apesanteur dans le Pinto. Puis là, encore papa. Donc, des sensations fortes. J'aimais ça. Fallait être brave pour sauter une Pinto comme ça, là. Oui. Donc,
ou plutôt innocent. Ah, Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout quand on a su par après ce qu'était le rappel des Ford Pinto, parce que c'était quoi déjà? S'il y avait un impact à l'arrière, il y avait des risques d'explosion avec pendant ces que le modèles-là. clignotant était actionné. Pendant que le clignotant est actionné? Oui, c'est parce ça. qu'il y avait du courant tout près du réservoir d'essence et pouf! Imagine-toi. Puis les clignotants, j'avais 5 ans. Puis dans l'image d'un enfant de 5 ans, quand mon père mettait le clignotant, c'était pour dépasser. Donc, j'avais l'impression que ce petit bras-là faisait en sorte que la voiture allait plus vite. Fait que j'avais 5 ans, je disais à mon père, Père, mets ton clignotant, mets ton flasheur. Mets ton flasheur qu'on aille plus Mets ton vite. flasheur. Mon père comprenait pas jusqu'au moment où il a mis son clignotant, puis il n'y a rien qui s'est passé. Là, j'ai dit non, ça Il y a marche quelque pas, chose ça. qui marche pas. C'était le turbo. Ouais, c'était trop beau. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Parce que là, tu es sur le point de nous présenter ta voiture. Je pense que ça va valoir la peine qu'on sorte puis qu'on aille la voir. Ah ben, avec Parce plaisir. que là, évidemment, avant toute chose. Alors raconte-moi quand tu l'as vu cette voiture-là la première fois. La première fois, cette voiture-là, je l'ai vue au début des années 2000. On avait fait un tournage qui s'appelait Passion Ferrari. Mm-hmm. Et puis, Michel Gou, je l'avais vu, la voiture, puis même, il m'avait écrit un courriel. Il a retrouvé le courriel, il me l'a envoyé, disant que bon, si je voulais faire des tours avec sa Ferrari, que ça serait vraiment génial. Moi, j'avais répondu, j'ai dit, en tout cas, si t'as pas de place dans ton garage, moi, j'ai de la place dans le mien. Ouais. Et puis bon, 20 ans, Ça, c'était en 2001, là. Oui, et en 2001, et puis là, ben... Il me téléphone entre Noël, le jour de l'an, l'année passée, pour me dire, écoute Bertrand, j'ai lu un article comme quoi, bon, tu rêvais toujours d'avoir une Ferrari 308 GTS. Donc, il dit, la mienne va être à vendre, ce printemps. J'ai dit, ça donne bien, ce printemps, je vais être prêt. Donc, déjà, d'avoir l'occasion de pouvoir avoir une 83, une Quattro Valvol, Ouais. qui est vraiment superbe. Pour moi, là, c'était le rêve là, qui se réalisait, là, enfin. Bon, OK. Fait que je décroche notre équipement de caméra très poussé. Un iPhone? Un iPhone, exactement. Et puis, on va aller voir la bête. Là, évidemment, le son va changer parce qu'on n'est plus dans la voiture. Mais la voici, la belle machine. Eh oui. Alors, c'est la Ferrari. Ben, viens ici, Bertrand, viens en parler un peu. Ben, c'est ça. Donc, une 83, 38 000 km, une voiture dans un état mécanique incroyable. Ouais. Vraiment, pour moi, ben, c'est ça. C'est le rêve. Des fois, j'ouvre la porte du garage, je regarde. Dans le temps, ben, je l'avais en poster dans ma chambre. Là, elle est là, dans le garage. Puis là, ben, c'est le fun parce que nettoyer, l'améliorer. Ouais. J'ai changé la vitre justement de l'horloge en fin de semaine. Et donc, il y a plein de... Elle a une personnalité, cette voiture-là. Ben, je comprends. Et puis, quand on dit que c'est Niki Lauda qui a fait quand même le développement de la voiture dans les années 75, lorsqu'ils ont sorti la GTB, et puis qui a marqué l'histoire de la voiture Magnum PI, ben c'était à tous les jeudis, Ouais. on s'installait devant la télé. Moi, je regardais juste l'émission pour voir les quelques secondes où on voyait Où on voyait la la voiture. 308 GTS. C'est spécial. Tu démarres cette voiture-là, c'est de la musique, c'est changement de vitesse avec la grille, t'as vraiment l'impression d'avoir un instrument unique en son genre. Et puis... Parce que même si côté performance, c'est dépassé 40 ans plus tard, ça demeure agréable à conduire, j'imagine. Ah, ben tout à fait, parce que... C'est dépassé, mais il y a un rapport poids-puissance qui est quand même intéressant. C'est 2400 livres pour 250 chevaux. C'est vrai que c'est pas une bombe pour un V8, là. Donc, mais la voiture avait perdu des chevaux lorsqu'il... C'est quand même un rapport un peu plus intéressant que le V8 qu'il y a là-dedans. Il y a aussi un moteur V8. Il y a un moteur V8 de 140 chevaux, mais pour le double du poids de ta Ferrari. Mais t'en même pas toute la famille. Non, c'est sûr, c'est sûr.
C'est sûr. certain. Il n'y a pas de cendrier aux 3 rangées. Non, vraiment tu vois, pas. mais n'empêche que c'est ça, c'est le toit qui s'enlève, qui s'enlève facilement pour ça. Quand tu l'enlèves, tu te retrouves à mettre le toit derrière. Parce que corrige-moi si je me trompe, mais GTS, c'est avec le toit Targa, GTB, c'est avec les toits rigides. Scoperta qui appelait parce que Targa avait été quand même homologué. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc, voilà. Fait qu'on voit mieux l'intérieur de cette façon-là. Et puis, c'est ça. C'est magnifique. Une voiture avec un positionnement quand même assez spécial. Parce que quand tu embarques au volant, tu es décalé. Oui. À cause de la roue, le pédalier est complètement décalé Je pense que sur la droite. ça vaut la peine de peut-être même aller le montrer. Ah oui, certain. Parce que, je ne sais pas si on le voit bien actuellement, mais effectivement, il y a une bosse de roue qui fait que tout le pédalier est décentré. Je pense que la pire voiture que j'ai conduite à ce niveau-là, moi, c'était la Dodge Viper. Ah oui, oui. Une Dodge Viper, pour la transmission, c'était un effet inverse. Mais t'es assis de côté dans la voiture. C'est quand même un monstre assez intimidant, une Viper. Là. Oui. Mais ça... C'est beaucoup plus puissant que la 308 et c'est vif. Ça, c'est super bien équilibré avec le moteur central arrière. La transmission aussi, c'est spécial avec le premier rapport qui est en bas à gauche. Comme toutes les Italiennes de l'époque. C'est vraiment comme une mode de course. Tu peux montrer la plaque personnalisée aussi? Je rêve tout éveillé. Ouais. Donc, sacrée belle mécanique. Donc, ça fait spécial. À l'époque, quand ils ont développé la 308, elle était à carburateur. Et compte tenu du fait que le moteur était transversal comme ça, quand il arrivait en virage, des fois, ça déjaugeait. Ça demandait beaucoup d'ajustements au niveau carburation. Et quand ils ont sorti la version injection pour rencontrer les normes américaines, là, la puissance a chuté de beaucoup. Et c'est par la suite là qu'ils ont décidé de doubler les soupapes. Et ce qui fait en sorte qu'on a regagné là, la puissance voulue. Puis il y a une espèce de protection ici, une petite toile pour le coffre. Exactement. Donc le coffre est ici. Donc... Est-ce qu'on peut y placer le toit Targa quelque part? Non. On va le laisser à la maison. Non, le toit, il s'insère juste ici, là, avec l'éclairage. Il s'insère juste en arrière du... En fait, en arrière des sièges. Derrière les sièges. OK. Ouais, difficile à illustrer, là, mais... OK. Je sais pas si c'est la première fois qu'une Matador et une 308 GTS se retrouvent dans un même garage. Tout simplement. C'est original. J'aime le contraste. Et ce qui est intéressant, c'est la dimension. C'est de voir les... C'est de voir la dimension de la... C'est tout petit, en fait. Hein? Une Ferrari, c'est tout petit. C'est incroyable. Ouais. C'est étroit, c'est court, c'est bas. Ici, on verrait bien. C'est difficile d'avoir la perspective. D'avoir la perspective, mais il y a littéralement un museau de différence entre la grosse brune puis la Ferrari, c'est incroyable. C'est simple, je pense que c'est 3 pieds et demi de haut, c'est 44 pouces. Exactement. Mais tu te souviens, Bertrand, quand on écoutait des films dans les années 80, puis que les Ferrari passaient sous les camions. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'autos là avec lesquelles tu peux faire ça. Là. Ah, non. On va aller se réinstaller parce que j'ai peur que le signal coupe un peu. Avec raison. Parce qu'on est proche d'un mur de métal. Alors, on s'excuse si on vous a donné mal au cœur dans la dernière minute. Parce qu'on s'est promené pas mal. Mais ce que je trouve intéressant de voir la grosse brune à côté de la Ferrari, ça me rappelle le film de Chevy Chase. Si vous avez la chance de voir Bonjour les vacances, tu vois Christy Brinkley, un classique, qui arrive avec la Ferrari à côté de Chevy Chase, là, qui charme. Là, et qui rêve lui aussi. Oui, lui c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Il rêve la voiture et pas qu'à la voiture. Je me souviens de la scène, effectivement. C'est belle la Ferrari blonde, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Bon. Un grand moment du cinéma. La beauté de ta Ferrari, c'est aussi le fait que tu en connaisses l'historique depuis le début. Tu sais où elle a été achetée neuve, tu sais qui l'a vendue et elle est documentée. Et ça vaut de l'or pour une voiture comme celle-là. Oui, c'est intéressant parce que c'est M. Fernando Vitti, qui avait
Je suis surpris, c'est un Italien. Voiture-là, oui. Ah, OK. Et puis, il l'avait acheté chez Luigi. Bien sûr. Et Luigi, c'était particulier. J'ai eu la chance de le rencontrer déjà. Et c'était Chacun des contrats était fait main, hein, à l'époque. Oui, exactement. Et puis bon, donc il est signé à plusieurs endroits là. Wow. J'ai toute la documentation. Et ce qui était intéressant là-dedans, Luigi vendait pas une Ferrari à n'importe qui. Il faisait une étude sur la personne. Il y avait comme une entrevue et puis. Mais encore aujourd'hui, on ne peut pas acheter une Ferrari neuve en claquant des doigts. Ben, je te dirais, depuis 1 an, c'est pas vrai, parce que bon, la concession Ferrari a été vendue à Montréal. Les et mœurs là, la ont peut-être façon, changé, c'est ça. Mais traditionnellement, en tout cas, jusqu'à il y a pas si longtemps, on pouvait pas en rentrer chez Ferrari sur Jean Talon et commander une Ferrari, puis l'obtenir. Il fallait se qualifier pour en obtenir une. Il fallait la mériter, entre guillemets. Là. Ou on te faisait commencer par un modèle d'occasion, par exemple. 1, 2, 3, c'est 4, ça. Et voilà. Il y avait l'histoire d'un type qui voulait acheter une F8 Tributo, qui était le modèle dernier cri à ce moment-là, puis on lui avait refusé la vente parce qu'il ne se qualifiait pas. Puis par une entourloupette quelconque a réussi à en obtenir une deuxième, puis une troisième, puis jusqu'à une sixième. Hein. Mais en passant par des gens qui n'ont pas de concession, en passant par des... Oui, c'est ça, mais c'était pour montrer à quel point il en voulait une. Ben, il a réussi à en acheter 6 en contournant le concessionnaire. Mais bref, voilà. Ouais, c'est ça. Mais cette voiture-là a une super histoire. 36 000 kilomètres, tu me disais? Ouais, 38 000 kilomètres. Et dans les 38, il y en a quelques-uns qui ont été faits par toi cet été, j'imagine? Oui. T'en as profité un peu? Oui, ben exactement. On est allé à Trois-Rivières. Il l'a acheté au mois d'avril. En fait, elle avait 12 000 kilomètres. Non, j'ai pas roulé tant que ça. Ah ouais, c'est ça. Parce que bon, juste les assurances, bon, je l'ai assuré seulement pour 5 000 kilomètres. Ouais. Mais j'ai fait... Programme vintage, là, j'imagine que tu as pris, ouais. Oui, exact. J'ai fait peut-être 2000 kilomètres avec cet été. Donc, les fins de semaine, quand il fait beau, on va faire chanter la voiture et puis on en profite aussi. Bon, faut dire que ton autre voiture, Bertrand, elle ne chante pas beaucoup. On va y revenir un peu plus tard sur la voiture que tu conduis. En fait, on peut en parler tout de suite parce que tu parlais de contraste entre la grosse brune puis ta Ferrari. Il y en a encore un plus grand entre ta voiture du quotidien et ta Ferrari. Ah ben c'est certain parce que bon, j'ai la Bolt. Et puis pour moi, la Bolt... Tu as ça depuis quelques années? 2, 3 ans? Ça fait 2 ans. 2 ans? OK. 2 ans. Ça va faire 2 ans là, dans quelques semaines que j'ai acheté la Bolt. Roules-tu autant que ton père? Plus. Plus? Encore plus? Ah oui. Je fais 1000 kilomètres par semaine. OK. Donc, je travaille à Nicolet, Saint-Hyacinthe, Nicolet, Saint-Hyacinthe, 5 jours semaine. Donc, je vais chercher mon 1000 kilomètres. Pour moi, cette voiture-là répond à mes besoins très bien parce que je l'avais essayé et puis je pouvais faire l'aller-retour sans problème. Et même l'été, je suis capable de faire 2 fois aller-retour. Oui, quand donc, même. Parce que c'est un trajet idéal. Tu es sur des routes secondaires la plupart du temps. Tu prends que peu d'autoroutes. Oui, un petit peu l'autoroute pour m'en aller jusqu'à la sortie de Nicolet là, pour la 250. Mais je veux dire, c'est des conditions idéales. L'hiver, tu fais quoi, 275 km à peu près avec une charge? Oui, à peu près. Là, l'hiver, je suis capable de faire aller-retour, mais souvent, bon, j'ai la chance de pouvoir la brancher pendant quelques heures là-bas et puis... c'est simple. Ce que j'aime aussi l'hiver, c'est que je suis capable de la démarrer et puis faire réchauffer l'habitacle, faire fondre la glace sur les vitres, sans polluer, bien entendu. Et là, à ce moment-là, t'embarques dans la voiture, tout est prêt, tout est chaud. C'est vraiment une voiture extrêmement confortable. Donc là, tu as près de 100 000 km sur ta voiture déjà. Oui, déjà. Puis j'imagine que comme la grande majorité des Bolt, pas de problème. Zéro problème. C'est très fiable. Vraiment. Les gens n'ont pas idée à quel point cette voiture-là, elle est fiable. On a sali la réputation de cette auto-là avec une grosse campagne de rappel, mais c'est probablement, sinon, la voiture électrique la plus fiable du marché.
Ben, écoutez, ils ont quand même réduit parce que ma batterie a toujours pas été changée. OK. Ça va faire 1 an. Tu te sens en sécurité? Tu n'as pas l'impression qu'elle va prendre en feu quand tu conduis? Non, ça va, d'accord. Vraiment pas. Et puis, bon, on a réduit quand même de 20% là, la capacité de la batterie pour que je puisse la charger à l'intérieur du garage. Donc, OK. là, à ce OK. moment-là, OK. je sais qu'il n'y a pas de problème. Ouais. N'empêche que je vais avoir une batterie flambant neuve. Ben oui, ça c'est bien, ça. Ben, notre collègue Mathieu Roy, lui, sa batterie a été remplacée. Puis lui, il est mort de rire parce que c'est un modèle 2017 Aïe, aïe. qui conduit. Puis c'est une voiture américaine qui avait été importée au Canada. Ils ont fait le rappel. Avant la folie des Avant la véhicules folie. électriques, donc il Il avait avait payé eu pour un ça, prix il avait intéressant. 28 000, il avait payé ça un prix très, très, très raisonnable. Là. Puis en plus, il avait bénéficié du crédit de 4 000 qu'on offrait à l'époque. Fait que c'était vraiment une aubaine. Puis là, il se retrouve avec une voiture qui a une batterie flambant neuve dedans. C'est vraiment... lui, il est mort de rire. Puis il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Mais honnêtement, ça demeure une voiture. Moi, je suis persuadé que la dépréciation sur ces autos-là, ça va être à peu près nul pour bien des années à venir parce que c'est une voiture sur laquelle on peut se fier énormément. Surtout si on arrête de la faire, hein? Surtout si on arrête de la faire. Et ça, c'est comme évident que ça s'en vient. Là. ouais. C'est Mais comme déjà, évident. j'ai eu la Volt. Puis Juste avant, je l'ai adoré, la Volt. La Volt c'était une voiture Puis exceptionnelle. tu avais le modèle de deuxième génération? Deuxième génération. Et puis, mais je me disais, là, il faut passer à l'électrique. Ça répondait à mes besoins. Ça répond pas à tous les besoins, ça j'en conviens, mais pour moi, c'était l'idéal. D'autant plus, je me suis dit, ben si j'ai un long voyage à faire une fois de temps en temps, bon, j'arrête dans une borne rapide, mais c'est même pas arrivé encore. C'est ça, OK. Est-ce que tu te verrais un jour retourner à un véhicule à essence pour un véhicule de tous les jours? Pas une voiture de plaisance comme la Ferrari, là, mais comme voiture du quotidien, de faire le retour en arrière? Et là, ça prendrait des considérations, je dirais, mettons, changement de travail, changement de ça besoin. ça serait pas par passion, ça serait par nécessité. Exactement, parce que là, actuellement, c'est simple, sur le plan du confort, de la fiabilité, sur le plan de l'entretien, parce que tu n'as pas d'échappement à changer. Les freins, ça ne s'use pas. Il y a de l'entretien à faire quand même. Là. Faut pas... En 2 ans, là, la seule chose que j'ai fait, c'est changer les pneus d'été pour les pneus d'hiver, les pneus d'hiver pour les pneus d'été. J'ai aucun entretien frein. Rien mis dessus. Là. Elle va rentrer au garage là, justement pour les pneus. Puis là, je leur ai demandé de faire quand même une vérification générale pour être certain là, que les essuie-glaces de temps en temps. Puis bon. Mais ce qui est étonnant, outre le fait que c'est une voiture électrique, c'est la solidité du châssis, de l'ensemble, des plastiques. On n'entend rien. Il n'y a pas rien. C'est une bonne auto. C'est simplement ça. Fait, c'est simplement ça. Puis, bon, évidemment, tu maximises le rendement énergétique de cette auto-là en respectant toujours les limites. Je te connais, toi, tu roules 100. Toujours. Jamais au-dessus de 200. Jamais. Mais, je t'amène là un peu parce que là, je voulais avoir ton opinion. Évidemment, c'est le sujet de la semaine. On peut pas ne pas en parler. T'as su qu'Éric Duhem avait proposé dans sa campagne de grimper les limites de vitesse sur les autoroutes québécoises à 120 km/h. À LCN, on m'a interpellé pour me prononcer sur mon opinion là-dessus. J'ai fait la même chose à Salut Bonjour hier matin. C'est drôle parce que c'est un débat qui revient périodiquement, mais j'ai l'impression qu'on y accorde beaucoup d'importance. J'ai retrouvé une entrevue de Jacques Duval qui avait été interviewé là-dessus dans les années 90. Wow! Tu sais, puis c'est le même débat encore aujourd'hui. Les arguments sont les mêmes. Je te dirais encore plus que jamais, parce que aujourd'hui, les voitures sont plus sécuritaires. Je veux dire, hormis le fait qu'il y a une densité d'automobiles qui est plus grande sur la route, personnellement, je vois pas vraiment de contraintes. Puis je veux t'entendre là-dessus, Bertrand, parce que tu es instructeur de conduite, tu vois le comportement des gens sur la route, c'est pas toujours positif. Mais 100 km/h, t'en penses quoi? Versus 120. Quand on sait que la limite actuellement... La tolérance, c'est de 120 en tout cas. Exact. Donc, on tolère 120. Là, je me dis, changer ça, rendre ça officiel.
OK, c'est changé pour moi, c'est 5 $ pour 4,30 sous. Tout simplement parce que ça va coûter des millions à changer les affichages au niveau des panneaux. Et là, je comprends, quand on se pose la question, est-ce qu'on mérite d'augmenter? Parce que, bon, si on augmente à 120, je pense pas que les policiers vont tolérer 140. Là. Ben, il faut pas. Non, mais on s'entend, là. Donc, c'est pour ça, ça changera absolument rien. Ben, ce qui, pour moi, va changer quelque chose, c'est que on va jouer franc-jeu avec l'automobiliste. Oui. Au lieu d'avoir des règles élastiques, puis d'être hypocrite, puis de te faire croire que la limite, c'est 100, mais en réalité, c'est 120. Sauf que si tu te fais coller à 130, tu as une amende où tu dépasses de 30, non pas de 10. C'est ça, la différence. Les règles vont être claires, vont être précises, comme en Europe. J'étais en Europe, ben justement, c'est un argument intéressant. J'étais en Europe il y a quelques semaines, et on peut rouler en France, par exemple, sur les autoroutes jusqu'à 130. Oui. Mais il y a des photoradars partout. Et si tu roules 134,5, ça flash. Fait qu'il n'y a pas de 20% excédentaire comme ici, aléatoire, selon l'humeur du policier, là. C'est pas ça. Tu dépasses de 4, puis tu le reçois par la poste, là. Exactement. On se barre même pas de te tasser sur le côté, puis de discuter, puis d'échanger directement chez vous. Mais c'est Oui, peut-être parce ça. on n'a pas assez de policiers pour pouvoir gérer vraiment tout ça. Donc, les photoradars Puis il y en a partout. font le travail. Il y en a partout. Et ça, oui, ça pourrait être une solution. Sauf que la question, c'est que le policier, s'il voit quelqu'un rouler 120 dans des conditions exécrables, pluie, il va donner le billet. Est-ce qu'il va le faire? Il va-tu vraiment le faire? Oui, ils sont beaucoup moins tolérants. Ça, je peux vous le dire. OK? Parce que, bon, je parle régulièrement à des policiers. Ah oui? Oui. Pas mal souvent même. Pas mal à tous les jours. Je suis suivi par la police. Ouais. Et puis, c'est certain qu'il y a ce jugement discrétionnaire qui existe. Cependant... Mais là, c'est plus le jugement discrétionnaire, c'est une tolérance universelle dans la province, 20 km/h. Oui. Puis ça s'arrête là. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on mérite 120? Parce que non, on n'est pas des bons conducteurs, là. Est-ce qu'on suit de trop près? Oui. OK? Est-ce qu'on est discipliné? Non. Est-ce que les gens qui circulent dans la voie de gauche, quand ils voient une voiture, se passent sur la droite? Jamais. Ça arrive rarement pour moi. Arrête. Non, mais je te l'accorde. Notre dossier de conduite collectif est très, très mauvais. Ça c'est sur le plan conduite. On ne mérite pas de cadeau, ça, je te l'accorde. Mais sur le plan, maintenant, des routes, est-ce que nos routes sont en bon état? Non plus. Est-ce que nos conditions climatiques sont mais stables? les autoroutes de la province sont suffisamment en bon état pour rouler 120. On roule déjà 120. Oui. Mais... Sauf qu'il y a des endroits... Oui. Là, tu vas te casser. Les autoroutes ne sont pas en bon état, je te l'accorde. Non. Il y a des chantiers partout aussi. Tu sais, on faisait le parallèle avec les autobahns en Allemagne. Ah ben non. Mais ça, c'est un autre monde. Là. Ça, c'est un autre monde. Mais moi, ce que je me dis, c'est on roule déjà cette vitesse-là. Puis il y a aussi le fait que, corrige-moi, peut-être que tu seras pas d'accord, mais si tu roules 120 km/h, tu te dois d'être concentré au volant beaucoup plus que quand tu roules 100. Ben, la raison pour laquelle on a fait des limites de vitesse, c'est pour donner le temps aux gens de voir, d'analyser, passer à l'action. J'ai passé 9000 conducteurs depuis que je suis à l'École nationale. Ouais. Et je me rends compte d'une grosse lacune. Les gens conduisent en vision tunnel et en vision sélective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un partage de l'attention. De distraction, là. Non, non, ils vont mettre les deux yeux sur l'autoradio. Ils vont, bon, on parle pas du cellulaire, là, encore, mais il y a plein de gestion d'attention et on a des exercices où, justement, les élèves s'en rendent compte qu'on ne regarde pas assez loin et large. Lorsqu'on veut voir loin et large, on est capable d'assimiler l'ensemble de l'environnement et d'avoir un bon jugement. Sinon, la conduite devient réactive. Puis là, ben c'est beau, c'est très joli. Là. On a mis là, des freins ABS, mais si tu freines trop tard, même avec des freins ABS, c'est de valeur, il est trop tard. Donc, même chose pour les toi, tu freines tard en course. Oui, mais dans d'autres, dans des un circonstances autre différentes. Mais encore là, la synchronisation du freinage en course, imaginez, quand tu t'en viens à 100 km/h,
Okay? Si t'es en retard d'une seconde, tu viens de te priver de 28 mètres pour faire ton freinage. Ouais. Mais si tu t'en viens là, à 200, là, c'est presque 60 mètres de retard. Là. Et c'est pour ça qu'on dit que la vitesse est le problème. Mais c'est pas juste la vitesse, c'est la vitesse associée à ton attention. Bien sûr. Parce que je disais, à un moment donné, je voyais des sorties de route, puis là, je disais, il allait trop vite. Ben oui, mais quelle vitesse il a fallu qu'il aille? Le problème n'était pas la vitesse, c'est le point de freinage qui était beaucoup trop tard parce que, un peu comme quand tu embarques avec quelqu'un qui dit à la dernière seconde, « Hey, c'est là, tu deviens réactif, tu gères plus rien. » Et puis, ça, c'était le problème. Les gens tombent un peu comme dans Tetris, quand les blocs commencent à s'accumuler. S'empiler trop vite. T'as l'impression que ça va vite, ça va pas plus vite. T'as juste moins de distance pour voir, analyser, passer à l'action. Donc, ton cerveau a pas le temps. Et ça, je disais ça à des gens que même à 340 km/h en course, j'ai pas l'impression du tout de rouler ça parce que je vois tellement loin. C'est un peu comme quand t'es en avion, tu regardes en bout, t'es à 700 km/h, tu te dis, coudonc, on avance-tu? OK? Parce que, justement, c'est le pilote qui a décidé qu'il était à 34 000 pieds, puis on a le temps de voir au sol et de constater tous les éléments. Mais si tu es à 40 km/h en ville, puis que tu n'as pas le temps de voir, c'est parce que tu vas trop vite. Donc, on a associé les gens à rouler par rapport à des chiffres et non pas à l'environnement. C'est pas parce que c'est à 100 km/h que tu es obligé de rouler 100 km/h. Mais je pense que les gens aussi vont adapter leur conduite. Je veux dire, s'il y a une tempête de neige, à un moment donné, tu adaptes ta conduite. Puis ceux qui ont, ceux qui ont des gros 4x4 puis qui s'asseyent, c'est les premiers qui sont dans le champ. Ah ben c'est certain que le manque de connaissance du véhicule, puis regarde, vous le savez, vous en essayez toutes les semaines, puis j'ai eu la chance d'en essayer. Chaque véhicule a des limites à connaître. Je vois beaucoup d'accidents où les gens auraient pu éviter l'accident, mais ne savaient pas que la voiture était capable de le faire. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a un manque de connaissances, un manque d'observation. Il y a beaucoup de développement à faire sur l'éducation de la conduite pour arriver à améliorer le bilan. Ça, c'est certain. Puis le bilan, moi, j'y crois pas. Quand on calcule, par exemple, quelqu'un qui s'est tué en auto, OK, parce que, mettons, qu'il est parti en dérapage et échappé la voiture, face à face, on va le comptabiliser dans les statistiques. Par contre... Les blessés, jamais. Ben, oui, on va calculer les blessés légers, les blessés graves, mais quelqu'un qui a fait la même erreur, qui est sorti de route, on va le remettre sur la route. Il a commis la même erreur, mais il ne sera pas comptabilisé dans les statistiques. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu biaisé. C'est pas par le nombre de décès qu'on va réussir à comprendre qu'on conduit bien. C'est par le nombre d'accidents tout court qu'on devrait... Oui. Là, je t'écoute. T'es pas trop en faveur de ça, l'augmentation des limites, toi, finalement? Oui et non. Dans le sens où, comme j'ai dit, c'est vu qu'on le tolère déjà... Okay, mais on devrait revoir notre tolérance. Ben, en fait, c'est que je comprends que ça va coûter des millions de dollars pour remplacer les panneaux de signalisation qui, de toute façon, pour moi, devraient être numériques. Parce que un panneau numérique, ça te permet de modifier la vitesse ou la limite de vitesse si jamais les conditions climatiques... Parenthèse intéressante. Il y a un panneau numérique à l'entrée du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui nous indique le temps pour se rendre au tunnel. Hier soir, le tunnel était fermé. Et on m'indiquait que c'était 8 minutes pour se rendre au tunnel. OK. Le tunnel est fermé. Et puis aujourd'hui, on s'entend avec la technologie embarquée. Oui. On pourrait, même l'autoradio pourrait nous indiquer que vous dépassez la limite. Ben oui. Ça pourrait être... c'est ça. On pourrait ne plus avoir le panneau. Il y a beaucoup de possibilités, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime en Europe que les règles soient claires. Oui. Je n'aime pas qu'au Québec, puis même en Ontario, c'est la même chose, qu'on ait des règles très élastiques, puis qu'on se fie sur un pouvoir discrétionnaire du policier, puis que tu roules 127, il va-tu me laisser passer, vas-tu pas me laisser passer? Tu sais, tu l'as fait l'autoroute 401 toi aussi là. La vitesse de croisière sur la 401, souvent là entre Kingston puis Toronto, c'est 135 là. Mais pourtant, la limite est à 100. La limite est à 100, mais c'est bien indiqué partout que si tu te fais arrêter à 135 km/h, ça te coûte 395 d'amende, par exemple. Mais alors c'est ça qui marche pas. Tu sais, la limite est à 120, mettez la limite à 120. Puis à 122, vous arrêtez quelqu'un. Tu sais, moi, c'est là que je suis. Je veux dire,
tu sais, au Nouveau-Brunswick, on a monté la limite à 110, on tolère jusqu'à 127, 128, puis après ça, on te colle. Mais c'est la même chose Il y a qu'ici. encore un élastique. Mais il y a encore un élastique. Le Moi, facteur humain est trop grand. monter la limite, respecter la limite. Oui. Tu sais, puis que ce soit comme ça. Je demeure sur une rue où la limite est à 40 km/h. Ouais. Les policiers sont souvent là, puis ils m'ont dit, nous, on tolère jusqu'à 55, en haut de 55, on arrête. Fait que c'est quoi le 15 km/h? Pourquoi toi, tu as le droit de décider que 15 de plus, c'est correct, mais si demain, ton collègue policier, lui, décide que C'est ça. lui, sa limite personnelle, c'est 10, ben, il est dans le droit de t'arrêter aussi. Puis attends, là, je suis pas mieux que les autres. Non, Moi, non, non. j'ai pris une amende il y a 3 Bien ans. sûr. J'ai pris une amende il y a 3 ans à Blainville, zone à 40, justement. C'est-tu 40? Oui, c'était 40. Et je me suis fait arrêter à 57 km/h. Puis le policier m'avait dit, moi, je te lâche jusqu'à 55, à 57, t'es fautif. Mais la voiture qui était à côté de moi, qui roulait 54, que j'ai dépassé très légèrement, tac, mais je me suis fait coller, puis OK, je méritais mon amende, mais l'amende aurait dû être basée sur un 55 km/h, pas sur un 40. Le problème, c'est qu'on juge, puis on émet des amendes, donc on collecte plus de sous, basés sur des chiffres qui sont pas réels. Ouais, Mettez-moi les vraies limites, affichez-moi les vraies limites, puis allez chercher les sous qui vont avec. Ouais, mais Tu sais, dans un si sens- la limite est à 120 et tu te fais arrêter à 124, tu vas avoir une limite pour 4 km/h trop vite. Pas 24 km/h C'est trop ça. vite, comme si tu te fais Bon, actuellement. Ne soyons pas dupes, là. C'est Ouais. certain que si on augmente les limites de vitesse à 120, la première amende à 125, elle sera pas 35 $. On va quand même pallier pour que ça demeure payant pour. Et à 121, il va y avoir des contestations, pas à peu près. Ouais, ben, tu vois, Ouais. en France, Puis, le jeu, c'est savez-vous 4 quoi? km/h. Je me pose même la question, jusqu'à quel point, justement, les policiers Mais des- tolèrent pas parce que les gens contestent le 1, 2. mais des lasers, c'est très difficile. Des lasers, c'est très difficile à contester aujourd'hui. C'est plus comme des radars de l'époque. Une vitesse aujourd'hui, c'est dur à contester. Tu sais, un feu rouge. Ouais, si on va voir qu'est-ce qui se passe en cours, là. Ah ouais? Ouais. Oh là là. On s'en parlera hors d'onde, peut-être? Oui. Il y a beaucoup de contestations, beaucoup plus De que vous vitesse. pouvez en penser. Parce Oui, qu'un les feu rouge, puis un clignotant, puis tout ça, c'est purement discrétionnaire. Tu sais, c'est ta parole contre la sienne. Mais un laser, t'as quand même une donnée, là, qui est Ouais, mais enregistrée. c'est donne une de l'œil. calibration de l'outil, Ouais. mais une fois que c'est calibré, Oui, mais quand même. Mais les- est-ce les que tu penses, Bertrand, que si demain matin on monte la limite à 120 km/h, les gens vont rouler plus vite, ou est-ce que ça changera rien? Moi, je pense pas que les gens vont rouler plus vite. Parce Moi non que plus. Moi, je crois pas à ça. si on passe la limite à 120 et dès le lendemain, on applique le règlement comme il se doit, puis il n'y a plus cette zone élastique, les gens ne rouleront pas plus vite qu'actuellement. Mais le problème qui se pose, c'est que vous voyez des jeunes jouer dans la rue. OK, les gens regardent leur indicateur de vitesse et leur attention est juste portée là-dessus. Oui. Et ça, C'est pas- les gens, des accidents légaux, il y en a beaucoup plus qu'on pense. On pense souvent que l'accident va être causé par l'indiscipline. Ouais. Il y a beaucoup d'accidents causés par la compétence. Je vous donne juste l'exemple de mon gars quand il a commencé à conduire. J'étais Ouais. embarqué avec, puis là, je le voyais là, qui était pour passer sur un stop joliment. Là, il était en train de le manquer. Je disais, hey, le stop! Là, il freine, là. Je lui demande, sur quoi tu mettais ton attention? Il dit, il y a tellement de nids de poules. Il dit, mon attention s'en allait juste là-dessus. Fait que j'avais pas le temps de voir les autres affaires. Donc, vous voyez, quand on Ah parle... ouais, mais c'était à toi de pas lui faire conduire ta Ferrari en partant. non, c'était pas fait. Non, hein? Il conduit pas manuel encore. Non? Ah, OK, ça s'en vient. C'est rassurant. Bon, dis pas tout de suite. Mais c'est un point que je comprends, mais il y a, moi, en ce qui me concerne, il y a un truc sur lequel il faut légiférer aussi, là, c'est l'état des véhicules. Oui. Hey, on est la poubelle de l'Amérique du Nord en termes de conditions de véhicules, là. Ici, il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas des voitures avec des suspensions ruinées, des pneus tout usés, mal alignés, plus de freins. Puis là, évidemment, tu le sais, je l'ai déjà dit souvent,
L'alcool ou la vitesse pourrait être en cause. Il y a eu un décès dans un accident ou un blessé grave dans un accident, mais tu regardes la voiture et tu fais OK, mais cette voiture-là n'aurait pas dû être sur la route. Exact. Et ce serait de manière facile pour la SAQ d'aller chercher de l'argent, et on sait très bien c'est de la gestion. Demande-leur pas de travailler trop fort. Non, je te demande ça, pas, là... je leur demande pas de travailler trop fort, mais une inspection obligatoire aux 2 ans, là, c'est un minimum. Une inspection obligatoire, oui. Dans un centre mandataire, là, ils ont même pas besoin de gérer ça. Juste un peu de paperasse. Tu sais, puis ça, c'est des revenus. Ben oui, on est bon que à la SAQ pour aller chercher de manière créative des revenus. Ouais. Là. Au moins, cette manière-là permettrait de ramener des revenus, effectivement, mais en plus d'avoir un parc automobile un peu mieux entretenu. Là. Et puis tu me parles de revenus qu'on va chercher. Je parlais aujourd'hui à un concessionnaire qui vend principalement de la voiture de luxe. Il dit les taxes de luxe actuellement, c'est épouvantable. Ah oui. Qu'est-ce que les gens font? Est-ce qu'ils continuent d'acheter des véhicules de plus de Ils 100 000 continuent d'acheter, ils n'ont pas le choix, puis c'est comme ça, puis les gens ils ont des sous pareils, fait qu'ils l'achètent. Mais ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit, tu sais, non seulement, là, moi, non seulement, faut que je facture la taxe ici au concessionnaire, mais en plus, il y a la taxe sur la taxe. C'est-à-dire que ta voiture, elle coûte 150 000 ben tu vas avoir un 10 000 de taxe de luxe. Et ensuite, on va appliquer la TPS-TVQ sur le 160 000 et non pas le 150 000. Ça, il faut que tu expliques ça à ton client, puis que tu trouves ça logique. Mais il dit son blood, par exemple, il dit la taxe maximale, si tu achètes un véhicule de 3/4 de $, est maximisée à 40 000. Elle est plafonnée à 40 000. Ah, ben, je dis, hey, c'est pas pire. Ça, c'est une belle invention. Ça, c'est une taxe que je trouve... enfin, bref. Mais c'est facile d'aller taxer les riches. Là. Ben oui. C'est très facile. Ils n'ont rien inventé. Là. Non. Mais comme tu dis, bon là, c'est pas la SAC, là, évidemment. Là, c'est un autre département, mais ils sont capables d'être assez créatifs quand ils veulent taxer. Oui. Puis je trouve que ça serait une façon très logique. Puis tu sais, ils veulent améliorer le bilan routier, la SAC. Oui. Ben, OK, là, c'est bien beau, là, l'éducation, puis l'alcool. L'alcool, ça demeure un fléau, on le sait. Mais jamais je parle d'alcool, de conduite sous influence tout court, là. Oh, oui. Inclut la drogue avec ça, là. Oui. Tu sais, inclut la prise de médicaments, là. C'est pas juste l'alcool qui peut altérer ton jugement et ta capacité sur la route, là. On est d'accord? Des fois, j'en vois que c'est un peu trop de Red Bull aussi, mais ça, c'est un histoire. C'est une autre histoire. Mais ça donne des ailes. Mais la condition des voitures, c'est important. Ça donne des ailes, ouais. Mais la condition des voitures, c'est super important. Voilà. Tu sais. Ben, c'est la clé, et c'est certain. Puis tu côtoies des policiers, ils doivent te le dire. Eux autres, je sais pas, tu sais, ils ont pas le pouvoir nécessairement de composer avec ça, puis c'est complexe pour eux de demander une vérification mécanique. Il y avait des opérations minounes à une certaine époque, mais aujourd'hui, il y a un relâchement là-dessus. On le fait pour des véhicules modifiés, des fois, mais j'ai l'impression qu'on s'attaque pas nécessairement au vrai problème. On s'attaque quand même. C'est certain que lorsqu'ils voient une voiture qui est vraiment pas en état, bon, elle est remorquée. Là. Non, mais ce que je veux dire, de faire une opération policière à la sortie du circuit Icare à Mirabel pour vérifier les véhicules modifiés qui sortent de là, c'est des véhicules de fin de semaine qui ont été modifiés. Est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt vérifier les véhicules en mauvais état avant de s'attaquer aux véhicules modifiés? Puis tu sais, là, moi, je parle pas du véhicule d'un parent qui en arrache puis qui a de la misère à joindre les deux bouts. L'idée, c'est pas d'aller écœurer ces gens-là, mais il y a des gens qui vont... Écoute, là, c'est pas des farces. Il y a des gens qui vont louer un véhicule 5 ans et qui ne feront jamais de changement d'huile ou de rotation de pneus ou d'entretien de frein en 5 ans. Mais la Civic 2017, qui a 85 000 km, qui n'a jamais eu de vidange d'huile, bon, la vidange d'huile, ça change rien pour la sécurité de la conduite, mais qui n'a jamais eu d'entretien de frein, qui n'a jamais eu de rotation de pneus, que les pneus sont à la fesse, qui n'a jamais été aligné. Une voiture, il faut que ça soit aligné pratiquement aux ans. Dimensions de pneus différentes. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai trouvé ça sur Kijiji. Hey, attends, là. C'est ça qui fait qu'on a des voitures carrément dangereuses. Hop! Oh, c'est le temps de veiller à la chandelle. Allez, je vais aller rallumer la lumière. Ben, là, on est-tu rendu chez Giorgio? Puis on est rendu chez on tamise les lumières. Tu continues une ambiance un petit peu cosy. Que se passe-t-il? un petit souper à la chandelle. Je vais te relancer. Ah oui!
J'aime ça parce que ça sonne comme Luigi dans Cars. Oui, vraiment. Hein? C'est vraiment ça. Puis, avis aux intéressés, je me cherche des gros klaxons de Cadillac pour mettre sur la grosse brune, là. Ah. Je veux quelque chose de solide, là. Parce que je trouve que le klaxon de la grosse brune n'est pas assez intimidant. Ça prend quelque chose de plus Veux-tu intéressant. rajouter des cordes aussi en avant? Hein? Veux-tu Non. rajouter des cordes en avant? Tu veux dire des bois? Peut-être le klaxon. Il y a là, assez de bois, je pense. Ouais, c'est ça. le klaxon là, qu'il y avait dans le film avec... Dukes of Hazzard. Non, Robin Williams, là, quand il s'en va en campeur, là... VR. VR. Ah, mon Dieu, j'ai pas vu ça. Non, J'ai C'est pas pas un vu. grand film. non. C'est pas un grand C'est pas un film. grand film, mais le klaxon est VR impressionnant. ou Ben, avez-vous RV vu? en anglais? Avez-vous vu Cadillac Man avec Robin Williams? Non, ça, j'ai pas vu. Alors, Cadillac Man, ça se passe à la fin des années 80, puis c'est un vendeur de voitures dans c'est un commerce de véhicules d'occasion, mais il y a beaucoup de voitures de luxe, puis bon, je me souviens, il y a une Audi V8 qui est à vendre là-dedans. Non, c'est pas une Audi V8. Je me souviens plus du modèle d'Audi, mais bref, il y a des Cadillac, il y a des Alante, il y a toutes sortes d'affaires. Puis lui, c'est un vendeur de chars, mais tu sais, c'est vraiment le vendeur typique de l'époque, là. C'est très, très, Avec très un bien beau joué. veston. Ouais. Et il s'en va, il épais. s'en va vendre une Cadillac à une veuve qui est en train d'enterrer son mari en lui disant, c'est ce que votre mari aurait voulu que vous payiez du luxe. Puis le tombeau est même pas descendu encore, là, qui est en train de lui donner sa carte d'affaires. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. C'était un pas pire film, ça. Ça, pour vrai, j'avais Mais trouvé c'est ça intéressant. comique ou... Oui, ok. absolument. Il y a un gars là-dedans, écoute, je veux pas vendre toutes les punches, mais je me souviens d'une scène où t'as un gars d'à peu près 400 livres qui essaie de rentrer dans une Porsche 944, là. Ah. Et il réussit à le faire. Il ferme la porte à deux pieds, puis la phrase c'est perfect fit. C'est excellent. Okay. Ah, ben, demande-moi pas ce que je fais vendredi Ouais, soir. voilà, exactement. Je vais aller Hey, chez Blockbuster, louer la cassette. hein, c'est ça, le Super Club Vidéotron. Oui, des tonnes de copies. Bertrand, ton quotidien, tu le passes avec de futurs policiers. Tu leur enseignes un paquet de choses, mais principalement la conduite automobile, avec des véhicules qui demandent une certaine adaptation, une certaine attention, qui sont surtout très différents de ce que les jeunes conduisent de façon générale. Mais qui sont différents des véhicules de police d'il y a 20 ans, par exemple. Là. Parce qu'il Ben, n'y a plus de Grande Victoria. Non, mais t'as des Chargers, des Explorers, des F-150, j'imagine, maintenant? Non, on n'a même pas, on n'est pas dans le F-150, on est dans l'Explorer, on a le Charger, on a encore le Taurus. Donc, ces véhicules-là, mais l'école s'adapte toujours Parce que là, véhicules, on voit de plus en plus de Tao, de F-150, ouais. Durango qui arrivent sur le marché aussi, là. C'est quoi d'enseigner à des jeunes conducteurs une conduite à la fois agressive et très prudente? C'est parce que c'est un mélange de tout, là. Là, Ouais, faut que tu sois allumé x10 quand tu pars. Bon, évidemment, il n'y a pas de poursuite comme on voit aux États-Unis, là, mais Non. faut que tu aies les notions. Là. C'est beaucoup plus... c'est l'adaptation de la conduite. Vous savez, les policiers ont quand même 31 exemptions. Okay, on parle de 378 qui leur donne droit, bon, par exemple, aller au-delà des limites de vitesse. A le droit de passer sans arrêter nécessairement sur un feu rouge, sur un stop. Sauf que c'est pas parce qu'on a le droit qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, on a même le droit d'aller à contresens sur un sens unique. Okay. Et puis la conduite d'urgence, c'est beaucoup plus une conduite de jugement, discernement. Et on doit le faire de manière justifiée. Oui, naturellement. C'est certain que ça prend, tu sais, les appels d'urgence. Ce qui crée un appel d'urgence, bien entendu, c'est le titre d'appel. C'est l'information qu'on a. Donc, il y a une réflexion avant de partir en urgence. Là, faut pas penser que tous les appels s'en vont du point A au point B, le pied dans le fond. Là. Puis c'est pas le but. Le but, c'est justement c'est la gestion des gens. Aux intersections, s'il y a des gens, bon, le policier doit mettre son attention au bon endroit, au bon moment. En plus de ça, il reçoit de l'information en même temps qui conduit, qui doit gérer tout ça. Oui, parce que le gros écran central, ici, on parle souvent des gros écrans dans nos véhicules, mais pour un policier, la source de distraction est là. Oui. En même temps, c'est une source d'information et c'est essentiel. Là.
Ah ben, on le dit, hein, avant de partir, prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, de bien planifier. C'est ce genre de choses-là. Heureusement, on a des simulateurs, on les emmène à vivre des situations extrêmes. Et à ce moment-là, ben c'est simple. Si on peut pas voir, on peut pas faire. Donc, la conduite, c'est du jugement, du discernement, et ça vient avec la capacité de voir, le temps de pouvoir analyser. Donc, et je leur dis, j'ai dit, si vous avez l'impression que ça va vite, c'est parce que ça va mal. Okay. Donc, en partant de là, ça veut dire que votre cerveau devient réactif. C'est pourquoi qu'il y a des zones que, oui, on peut se permettre de gagner du temps lorsque personne, lorsque la route est belle et que les conditions s'y prêtent. Mais par contre, il y a d'autres endroits où même à 20 km/h, ça va être difficile, ça peut être difficile à gérer. Et là, ben, c'est ça. Donc, tu sais, et souvent, ce qui est dangereux, c'est si tu conduis en urgence avec le respect des règles, ça peut être même dangereux. J'ai eu un jour quelqu'un qui m'a raconté qu'il s'en allait à contresens, un sens unique, tout allait bien. Quand il est arrivé à l'intersection collision, il n'a jamais vu le stop. C'est parce qu'à l'envers, c'est un sens unique, il n'y en aura pas de stop. Donc, chaque intersection devient une remise en question. Devient un danger. Donc, s'il y a des bâtiments, tu peux pas voir, tu ralentis pour te permettre de gérer les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Donc, c'est pas une question de dire je me dépêche dans l'intersection. Mais est-ce qu'il y a pas là je veux pas dire un double danger, mais tu vas enseigner de la conduite plus extrême à des automobilistes qui n'ont pas d'expérience. Parce que la plupart, c'est des jeunes. Là. Oui, c'est pour ça que quand on parle que la conduite, c'est 40% de tes connaissances directement liées à ton sens de l'observation, il y a beaucoup de lacunes sur les connaissances dynamiques d'une voiture. Ouais. OK. Tu peux pas appliquer les freins n'importe quand. On parle beaucoup de transfert de masse, de comment la voiture, parce que surtout pour des véhicules qui sont lourds, arrière, tout dépendant de ce que tu fais avec le frein, l'accélérateur, comment synchroniser un freinage, comment synchroniser une trajectoire, parce que si tu arrives sur le point de corde, puis que tu dois placer la voiture après le point de corde, tu es vraiment dans le pétrin. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit pas qu'on veut que vous soyez rapide dans un virage. Au contraire, on dit prenez ça relax. OK, faites en sorte. Dans le fond, et même les gens qui pensent que la performance, c'est la vitesse dans un virage, ils se trompent parce que ce qu'on recherche, c'est pas la vitesse de déplacement, c'est la vitesse de positionnement pour pouvoir accélérer en ligne droite le plus tôt possible. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai appris et j'apprends toujours beaucoup avec les jeunes depuis... à un moment donné, j'embarquais à côté, puis là, je me disais, comment ça se fait qu'ils ne regardent pas à la même place que moi? Puis là, je commençais à lui dire, regarde là. Hey, j'ai l'impression, M. Godin, que ça va beaucoup plus lentement. Ben oui, parce que tu augmentes. Donc, si tu as l'impression que ça va vite, ralentis pour avoir le temps de voir et augmente tes distances de vision, regarde large. Parce que si tu regardes sélectivement juste le point d'entrée, tu vas être réactif. Et là, quand on est réactif, on ne gère plus l'adhérence. Ben, on est dans le clos. Ouais. Non, ça doit être fascinant de voir ça. Puis c'est sûr, en plus, que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la conduite automobile. Tu dois en voir arriver qui ont à peu près jamais pris le volant, même s'ils ont un permis de conduire. Il y en a beaucoup qui conduisent pas, qui possèdent pas de voiture, puis il y en a d'autres qui sont encore passionnés, fait que eux, c'est autre chose. Alors, remarque, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs conducteurs, mais tu dois avoir des inégalités aussi chez les jeunes. Là. Beaucoup, ils sont pas tous au même niveau. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher cette passion de compréhension de la conduite. Et première chose qu'on fait, c'est tester les capacités de freinage. Donc, je le vois, là, on est en circuit, je leur dis, bon, on va faire un freinage à 80. Quand je vais vous dire freine, on freine ça le plus fort possible. Après ça, on va le faire à 110 km/h. Là, ça frappe l'imaginaire parce qu'on dépasse les limites. Ils sont beaucoup plus sages que nous, on a été. Là, ils sont pas téméraires. Vraiment pas. OK. Vraiment ben là, parle pour toi. Là, moi, il n'y avait pas de problème. Non, mais là ça, je disais l'autre jour. Tes autos se rendaient pas à 110. L'autre jour, je disais, bon, moi... En fait, le problème, c'est que oui. Tu sais, notre époque et l'époque d'aujourd'hui, c'est tellement différent. Parce que quand je suis arrivé, bon, vu que j'ai jamais été policier, les exemptions, tu sais, passer ses lignes doubles, faire la vitesse, passer
passer sur un stop. Ben, Tu n'avais jamais fait ça, toi? C'est toutes des affaires que j'ai faites quand j'étais jeune. Ah, c'est ça. mais aujourd'hui, disons que c'est plus du tout la même chose. Quand à Waterloo, j'étais avec ma Renault 5, je prenais le virage dans le village, puis j'étais sur 2 roues. Ouais. Et là, les gens faisaient des pouces dans les airs. Aujourd'hui, ouais. ça téléphonerait au 911, puis arrêtez-les, le malade mental. Donc, disons Ouais, mais que... dans ce temps-là, quand on voulait faire le 911, là, 9... Ouais, oui. C'était plus long, tu sais. C'était plus long. Les gens se tannaient, ils oubliaient. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que c'est ça. Aujourd'hui, à l'époque, ça avait toujours le mérite qu'on connaissait ces limites-là. Et puis, je vois les élèves, là, vraiment sur le stress quand je leur dis, bon, on va freiner ça. Et je leur dis, vous allez voir, après le premier freinage, vous allez dire, hey, c'est comme du chocolat, ça, on va être rassuré. Parce qu'un manque de connaissance emmène un stress, parce qu'on ne connaît pas. Et du moment où on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture, on est beaucoup plus détendu. Et à ce moment-là, ben, on sait qu'on est capable de le faire. On évalue plus les distances. Tu sais, on parlait de vitesse. Combien d'accidents qu'on a eu sur l'autoroute avec des voiles blancs où les gens s'en vont à 100 km/h dans une tempête de neige? Tout va bien parce que tu ne demandes pas d'effort aux pneus, au freinage, en accélération. J'appelle ça être en stabilité. Ouais. Et là, ils ne se rendent pas compte que la chaussée a perdu de son adhérence. Et là, quand il arrive de quoi? Il arrive pour freiner. Là, tu vois les yeux venir gros comme des $2. Et là, il est trop tard. T'es fait à l'os. Donc, c'est pourquoi que les connaissances de la chaussée, c'est pas quelque chose qu'ils ont appris. Donc, c'est des choses qu'on leur amène comme... les jeunes ont besoin de ça. Puis, Bertrand, on en a déjà parlé, là, mais tu vois ça, là. Est-ce que tu constates pas, là, qu'il y a une lacune dans l'enseignement des jeunes automobilistes? Mais disons que, écoutez, les écoles font de très, très bonnes choses. Est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je vous dis que oui. Est-ce qu'on a la réflexion de ça? Moi, je pense que, malheureusement, on fait trop de sensibilisation et pas assez d'éducation à ce niveau-là. C'est de l'infantilisation plutôt que de l'éducation. Parce qu'il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années, on a rendu le cours, la formation de conduite sur 1 an obligatoire. Tu sais, c'est déjà un bon bout de chemin, de fait, de dire les jeunes vont... Et pas que les jeunes, parce qu'il y en a qui vont chercher leur permis de conduire plus tard, mais les apprentis conducteurs vont conduire pendant 1 an complet pour conduire pendant les 4 saisons. C'est déjà un bout de chemin de fait, mais il manque des heures quand même. Ah, il manque des heures, puis le problème, c'est que... Il y a beaucoup d'heures passées dans une classe, puis c'est correct, mais moi, je le vois, ma fille a fait des cours virtuels en ce moment, là. Ben oui, ben justement. Puis tu apprends à lire des panneaux, tu n'apprends pas à conduire. Des études de cas dans une classe avec 20 élèves, c'est intéressant, là. Mais tu n'apprends pas à conduire assis à un pupitre. Non. Mais c'est clair que c'est en vivant des expériences. Et puis, ces expériences-là, il faut les vivre de façon sécuritaire. Heureusement, aujourd'hui, la simulation devient de plus en plus avancée et on est capable de leur faire vivre des situations même de dérapage, de savoir quoi regarder, à quel moment. Puis, tu sais, je le dis souvent, quand ça part en dérapage, faut pas que tu te dises, oh non, ça part en dérapage, faut que tu te dises, all right, ça part en dérapage. Et là, de mettre les yeux au bon endroit, de savoir dynamiquement comment tu peux faire pour contrôler une faire voiture. corps avec le véhicule pour être capable de le rebalancer. Puis... C'est ça qui fait toute la différence. Et vous savez, moi, je dis tout le temps, l'important, c'est d'être conscient. Quand tu n'es pas conscient de ce qu'une voiture est capable de faire, il y a 2 choses qui arrivent. Tu surestimes, donc tu vas beaucoup plus vite, et là, tu te fais surprendre, ou tu vas très, très, très lentement, prétextant que tu es très, très prudent, finalement, tu n'es juste pas conscient de ce que la voiture peut faire, et ça crée beaucoup de différences entre les conducteurs sur la route, puis ça, on le voit fréquemment. Question pour toi, Bertrand, parce que est-ce que la formation est la même pour tous les futurs policiers? Parce qu'on est d'accord que si on s'apprête à être un policier sur la Côte-Nord ou à être un policier pour le SPVM dans Ville-Marie, le contexte de conduite est totalement différent. Oui, là. tout à fait. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que, regardez, ça c'est pareil pour n'importe quel conducteur. Vous prenez quelqu'un qui reste en campagne, qui s'en va en ville,
il va se retrouver dans une situation beaucoup plus stressante parce qu'il n'est pas habitué. La ville, faut regarder à plusieurs endroits, faut gérer le trafic, mais aussi on recherche peut-être une adresse ou des choses comme ça qui peut t'emmener dans le pétrin. Donc, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, le contexte, naturellement, c'est de les encadrer. Ils sont pas laissés tout seuls, naturellement. Puis je pense que c'est comme nos jeunes, quand ils commencent à conduire, il faut les accompagner, faut leur donner. Moi, souvent, ça arrive, quand je prends la route, j'appelle mon garçon, là, je dis, bon, fais attention à telle chose. OK, si tu vois du luisant, là c'est de la glace. Mais des fois, tout dépendant de la température, ça peut être de l'eau. Tu peux avoir soit de l'aquaplanage, soit tu peux avoir plus d'adhérence sur cette zone-là. Donc, c'est aussi de la variation des performances de la voiture par rapport à la chaussée et les conditions. C'est des choses qui sont pas montrées. Ben, vous avez des Chargers à propulsion, vous avez des Taurus à 4 roues motrices ou à traction, vous avez des VUS à 4 roues motrices. La dynamique, c'est sûr que ça change d'un véhicule à l'autre. Et même deux véhicules de la même marque, les amortisseurs, les pneus, les freins plus usés ou autres, ça va avoir une réaction. Tu sais, je le vois, puis des fois, là, je fais freiner juste les élèves, je leur dis, bon, vous allez mettre les roues de gauche sur la ligne, vous allez freiner, puis ils sentent la voiture tasser, tout simplement parce que la voiture s'écrase plus sur la droite, et là, elle s'en va sur la droite. Mais combien de gens, j'ai vu, là, l'hiver, ils savent pas voir cet écart-là d'adhérence, et quand ils freinent et la voiture part, ben, ils freinent encore plus. Et là, la voiture est partie. Ils vont tourner, instinctivement, vont donner un coup de volant sans savoir ce qu'il y a à notre droite ou à notre gauche. Puis et c'est fini. Ouais, donc, c'est une scène typique d'accident. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés quand on nous dit qu'il faut adapter notre conduite aux conditions. Mais il est où le cours d'adaptation? Ouais, c'est ça, Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et ça prend des fois 4 ans, 5 ans. Ça prend, malheureusement, des fois... Faut se faire peur pour réaliser. Oui, puis des fois, ils se font plus que peur, ils se font mal, puis ils se tuent. Donc, ça, c'est inadmissible. Donc, je pense que, j'espère un jour, la SAC va embarquer là-dedans, va dire... Ça va prendre un effort plus grand que juste celui de la SAC. Je pense que ça va prendre une volonté collective parce que l'automobile n'est pas à la mode en ce moment, mais... On se rend bien compte, si tu veux mon avis, que la SAC aime ça sortir des bilans puis afficher des chiffres, mais la réelle sécurité pour l'augmenter de façon significative, ça passe par l'éducation, puis ça passe par le respect des lois, ce qu'on fait pas en ce moment, et ça passe par les conditions des véhicules, ce dont on se fout éperdument. Un beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'aller soit à Mécatlis, soit à l'école Claude Bourbonnais, soit à ICAR. OK. Allez vivre avec vos enfants qui commencent à conduire des expériences. Et à ce moment-là, ça amène beaucoup plus de respect. Sinon, c'est juste de l'inconscience. Et cette inconscience-là est souvent responsable des accidents. Oui, absolument. Bertrand, j'ai eu, à chaque semaine dans la Grosse Brune, parce que là, on change de sujet un peu, à chaque semaine dans la Grosse Brune, on présente une brochure de la semaine sur une voiture rétro. Parce qu'on en a quelques milliers chacun. C'est ça. On s'est dit qu'on était bon pour... Et cette semaine, on a décidé de sortir la Chrysler de 1967, une brochure en français. Pourquoi 1967, tu penses? Pourquoi 67? Je sais pas. Mais ils ont sorti des sacrés bons modèles, des beaux modèles. C'est ce que nos recherchistes nous ont dit. C'est ça. Et regardez ça, c'est beau. Hein? Hey. N'est-ce pas? Et un beau panoramique, ça. C'était une très, très belle brochure. Alors, c'est d'ailleurs une brochure qui vient de chez... qui était la propriété de Gustave Malouin de Limoilou. Wow. On le salue. On le salue. Ben oui. Alors, brochure Chrysler 1967. Belle, la brochure. Tu remarques aussi dans ces brochures des années 60, mais aussi des années 50, sur les dessins, parce que des fois c'est des dessins, mais sur les photos, les véhicules sont plus larges qu'ils ne le sont en réalité. La largeur était exagérée. Incroyable. Parce que les véhicules, tu sais, étaient déjà pas assez larges. Fallait en mettre pas assez long non plus. Fallait en mettre encore plus. Quelle belle voiture. Regarde la familiale Town and Country de 1967, qui est juste ici, avec la banquette arrière.
il en rentrait du monde là-dedans. Et la grosse brune est petite à comparer de cette voiture-là. Bon, les gens auront compris que 1967, pourquoi? Parce que notre ami Bertrand est de la QV 1967, même si ça paraît pas. Quelle était la voiture familiale en 1967 dans la famille Godin? Ah, mon père avait un Mustang. Ah oui, OK, donc c'est pas une voiture familiale du tout, mais... Dans ce temps-là... Il avait acheté sa Mustang dans ces années-là. Un coupé, c'est pas très familial, Antoine. Ouais, mais là, une petite famille, là. Oui, un enfant unique. Oui. Si en arrière, en plus, moi, j'aimais ça. Ouais, je comprends. Je m'en souviens pas, mais j'aimais ça. Je comprends. Tu sais, moi, ma mère avait une Honda Civic quand on était jeune. Puis les Civics, en 1977, là, c'était pas gros, là. Puis c'était ça, la voiture familiale. C'était ronde, l'arrière. Tu sais, je suis dans l'âge où les gens autour de moi commencent à avoir des enfants. Et quand je vois que, l'enfant est pas, le premier enfant est pas encore né. Puis ça prend un Pacifica. Ben, ça prend, non, pas un Pacifica, pas de mini fourgonnette, mais ça prend un VUS intermédiaire à 3 rangées. Un Atlas. Au minimum, là, parce qu'il y a un premier bébé qui s'en vient, ça me fait beaucoup rire. Votre première voiture, Germain, c'est quoi? C'était ça, mais 72. Ouais. Chrysler 72. En 2012, j'ai acheté un Chrysler 72 comme première voiture, que j'ai vendu il y a quelques semaines, je l'ai gardé 10 ans. Ouais, toi, Antoine. Voilà. Un Jetta 1982. Qui était, comme on dit, un peu vidange. Qui était un peu... et chaque jour qui avançait faisait que, oui, disons que ça... En 82, il sortait-tu du diesel aussi? C'était un gaz. Le mien, c'était un gaz, là, mais il se faisait diesel. Oh, oui, c'était une Rabbit 4 portes, là, essentiellement. C'était une belle Jetta. Oui, c'était une belle Jetta. Bleu acier, que j'ai changé pour une Fiero. Imagine-toi donc. Une Fiero. Ouais. Oh boy. Après la Fiero. Jugement, hein? Non. Après la Fiero, j'ai eu une... ton jugement. Non, mais c'est parce que ça fait contraste avec la grosse brune. C'est contrastant. Après la Fiero, j'ai eu une... non, c'est pas vrai. J'ai eu une Tercel 4 roues motrices. Après, j'ai eu une Fox. Après, j'ai eu une 626. Un festival de cochonneries. Oui, c'est ça. J'ai pas eu de... J'achetais des voitures avec les payes de la semaine dans ce temps-là. Là. C'était pas super compliqué. Mais bref, ça s'est amélioré un peu avec le temps. Heureusement. Tu vois, d'ailleurs, la preuve. Hein? Bon, Bertrand, en terminant, évidemment, il y a un événement d'importance en fin de semaine dont tu veux nous parler. La classique Bertrand Godin. Puis là, on parle pas de toi ou de ta voiture. Non. Non, c'est au Grand Port-Neuf. C'est pour ramasser des fonds pour Procure, bien entendu, parce que, le cancer de la prostate, il y a 12 hommes par jour qui ont un diagnostic de cancer. Tu sais que j'ai eu mon test ce matin. Oh, et? Tu vas pas nous parler de ça. Fin de la citation. Non, aujourd'hui, les tests, là, non. c'est ce que vous pensez. Non, il n'y avait pas de gants de plastique, c'est ça. Exactement. Mais la meilleure façon de pouvoir se protéger, c'est par la prévention. C'est par, justement, demander à son médecin de pouvoir se faire tester. Et Procure a tellement fait avec mon ami Jean Pagé, c'est lui qui m'a... Ouais. Je pense qu'il peut pas y avoir un meilleur ambassadeur que toi, qui a malheureusement perdu un ami proche. Oui, puis... Le meilleur ambassadeur, c'était Jean, qui était tellement dévoué pour ça. Puis Jean, il a été le gars qui a osé en parler parce que, comme disait Jean, les femmes, eux autres, ils parlent de leur bobo, mais les hommes, on essayait surtout pas ça. Et puis, tu sais, parce que Jean Pagé, c'était un homme extraordinaire, autant sur le plan... psychologique que physique, culture incroyable. Et puis lui, puis c'est un homme fier, tu sais. Ah, très fier. Ouais, c'est très ça. Fier. Et puis d'aller à la radio, puis d'expliquer qu'est-ce qu'il a vécu à travers tout ça. Et d'ailleurs, grâce à Jean et Procure, ils ont mis en œuvre une ligne 7 jours sur 7 pour justement informer les gens qui vont recevoir un diagnostic. Mais on parle des gens, mais aussi de la famille. Parce que ça touche les mères, ça touche les épouses, ça touche les sœurs, ça touche les tantes. Donc, au début, ça touche une seule place, mais après ça... Oui, après ça, oui, exactement. Puis, malheureusement, trop de gens en sont décédés. Mais les avancées, parce que là aussi, Procure ramasse des dons pour faire en sorte
d'avancer la recherche sur le cancer de la prostate. Et ça, il y a eu quand même de très, très belles avancées de fait et ça continue. Donc, c'est pour ça que faut continuer le rythme et puis le tournoi de golf au Grand Port-Neuf le 24, c'est-à-dire samedi, bien, on va jouer au golf, on va avoir des essais de Porsche avec simulateur, on va avoir vraiment, là, on va passer du bon temps. Surtout, il annonce beau, oui. Donc je suis extrêmement ravi. Donc, pour ceux qui peuvent pas jouer au golf, je vous invite à aller sur le site de Procure, faire un don. Et puis, c'est pour les hommes qu'on aime. Merci beaucoup, Bertrand, de nous avoir prêté ton garage ce soir. C'était très agréable. Et de t'être prêté au jeu, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment plaisant. Puis, je suis content de savoir que vous étiez ici, avec la grosse brune, dans le garage. Absolument. Ça fait un beau souvenir. Je veux juste t'avertir tout de suite. Ton garage est blanc, il est propre, il est beau. Il se peut que lorsqu'on quitte, tu remarques quelques petites taches au sol qu'il faudra nettoyer parce que... Elle n'est pas étanche de partout. Non, pas tout à fait. Bon, même je vais faire si... de quoi? Je vais prendre un chiffon, je vais essuyer l'huile, puis on le mettra à l'encan pour Procure. Donc, quelqu'un va pouvoir se mériter une tache d'huile de gros. Les pertes de la grosse brune. Les pertes de la grosse brune. C'est chic. Ouais. Alors, merci Bertrand. Nous autres, la réponse de la question quiz. Ben oui. Évidemment, Players. Players, c'était moi. Alors, la question, on la répète. Le nom du cigarettier commanditaire de la voiture de Bertrand. Et d'ailleurs, ben oui, on va le montrer. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas comme ça, on le voit comme ça. Alors, si vous regardez, je zoome, là, comme ça, je vais faire ça de même. Alors, vous voyez la combinaison de Bertrand, qui est placée au mur dans le garage ici, au-dessus de la Ferrari. C'est quand même assez joli comme décoration, franchement. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, si j'avais eu la même chose, j'aurais pris un cadre juste un peu plus grand, mais c'est ça. Ça aurait-tu ton saut de skidoo? Merci, bonsoir, bye bye. Merci, bon sentier. Merci, Germain.